Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour notre deuxième matinale du marketing digital. C'est avec un immense plaisir qu'avec notre groupe, on vous accueille si présent. Donc, pour rappel, pour les petits nouveaux qui n'étaient pas là lors de notre première matinale, notre groupe est composé que de M2 à marketing digital, avec Eva Blé, Victor Jo, Lucas Roulet, ainsi que moi-même, Déo Carl. Donc, nous remercions l'IAE Angers pour nous donner la possibilité de réaliser ce projet, ainsi que Angers Technopole, le Crédit Mutuel, et puis vous, pour vous être levé si tôt et venir assister à cette matinale. Donc, pour rappel, il y a 4 matinales, donc celle-ci, c'est la deuxième, comptée d'une par mois. Et le but, c'est que lors de chaque matinale, vous appreniez quelque chose en sortant, ou au moins que vous ayez mis à jour ou développé vos connaissances dans ce domaine. Donc avant de vous présenter le thème du jour, on va procéder à une petite revue de presse et je vous remercie de votre attention. Donc en fin d'année 2021, Netflix a développé son mode gaming sur sa plateforme mobile et maintenant il est possible d'y installer quelques jeux donc de tous les styles. Il peut y avoir du combat, de la course ou de l'action. Et il y a même certains jeux qui sont liés à leur licence, comme Stranger Things. Et c'est durant le mois de janvier que, du coup, le géant du streaming a enfin dévoilé sa liste de jeux. Et on peut y retrouver des jeux très célèbres comme le jeu de course Asphalt. Google a confirmé une mise à jour très importante de ses algorithmes pour le SEO, appelé November 2021 Local Search Update. Ça permet un rééquilibrage des facteurs de classement. Et l'impact sera essentiellement sur le classement de votre profil d'entreprise Google dans les packs locaux ou alors sur Google Maps. Et d'ailleurs, en parlant de Google, si pour ceux qui comptaient acheter une Google Home, et ben maintenant c'est trop tard, vous pourrez plus. Sa commercialisation a définitivement été arrêtée pour laisser place à sa petite sœur, la Google Nest. L'organisme autrichien chargé de la protection de données, la DPA, qui est l'équivalent de la CNIL en France, a jugé l'utilisation de Google Analytics illégale et contraire au règlement général de la protection des données, donc la RGPD. Et selon eux, les entreprises européennes qui utilisent Google Analytics permettent à Google de transférer les données de leurs utilisateurs aux États-Unis malgré le caractère illégal de ce transfert. Donc Elon Musk l'avait annoncé, Tesla allait accepter le Dogecoin comme moyen de paiement. Et bah maintenant c'est bien le cas. Il est possible d'utiliser cette crypto-monnaie pour acheter quelques goodies sur le Tesla Store. Mais par contre, bien évidemment, il est toujours impossible d'y acheter une voiture directement avec de la crypto-monnaie. C'est fin décembre que ING a quitté le marché de la banque en ligne en France. Après 20 ans d'existence dans l'Hexagone, le groupe néerlandais a quitté le secteur et cette décision a été prise du fait des difficultés liées au contexte économique et une faiblesse des taux d'intérêt ainsi que des résultats financiers négatifs. Maintenant, un petit tour sur les réseaux sociaux. Donc, Adobe a lancé son logiciel Creative Cloud Express qui permet aux créateurs de contenu de créer des visuels pour les réseaux sociaux. Et grâce à leur imagination, les utilisateurs pourront rapidement concevoir des visuels, des illustrations, des logos, des vidéos ou pour des médias destinés aux réseaux sociaux. Twitter, quant à eux, veulent lancer les tweets collaboratifs pour que, les utilisateurs puissent avoir leur nom en même temps sous un même tweet. Snapchat, quant à lui, a lancé sa nouvelle application, le Story Studio, qui est dédiée au montage vidéo pour les créateurs en simplifiant la création de vidéos verticales avec une série d'outils avancés. Mais pour l'instant, c'est seulement sur iOS en tout cas. LinkedIn, quant à eux, ont subi une importante mise à jour. Il est plus possible d'envoyer des messages privés sponsorisés en Europe. Et depuis le 15 décembre, il était plus possible de lancer ces campagnes. Mais maintenant, depuis le 10 janvier, toutes les campagnes avec des messages privés sponsorisés ont été suspendues. Selon le Sensor Tower, depuis 2 ans, c'était TikTok qui était leader incontesté en termes d'application
et de télécharger dans le monde. Et dorénavant, ce dernier trimestre, Instagram leur est passé devant à la stupeur de tout le monde. Facebook a annoncé la fin de la fonctionnalité offre d'emploi pour février. Partout dans le monde, sauf en Amérique du Nord, il est plus possible de publier des annonces ainsi que d'en consulter. D'ailleurs, quand on parle de Facebook, le mardi 11 janvier, aux États-Unis, le juge fédéral de Washington, James Boasberg, vient de considérer comme recevable la dernière plainte déposée par la Federal Trade Commission à l'encontre de Meta pour abus de position dominante. Il lui est reproché d'avoir eu recours à la méthode illégale de Burberry, qui consiste à acheter une entreprise concurrente ou à l'enterrer. Donc maintenant, je vais laisser place à mes collègues Victor et Lucas, qui vont vous présenter le thème du jour sur l'inbound marketing. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie des matinales du matinal digital. Je suis accompagné aujourd'hui de Victor. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Vincent Chavigné, responsable de stratégie digitale chez l'agence 404. Bonjour Vincent. Merci d'être présent aujourd'hui avec nous. On va te laisser te présenter pour les gens présents, pour les gens qui nous regardent. Ok, merci Victor, merci Lucas. Bonjour tout le monde. Alors en effet, moi je m'appelle Vincent. Je crois dans la liste des personnes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis responsable de stratégie digitale au sein de l'agence 404. Je suis associé avec Renaud Varocco, qui est le fondateur. Et notre activité, elle est d'accompagner les entreprises, principalement les entreprises, mais aussi les institutions, sur leur développement d'activité par le digital et surtout les rendre autonomes sur le support. Donc on a un programme d'accompagnement qui permet aux entreprises de monter en compétences et de pouvoir internaliser nombre d'actions digitales, web marketing et inbound, bien sûr, dans leurs activités. Eh bien justement, tu as mentionné l'inbound et c'est le sujet d'aujourd'hui, ça tombe bien. Est-ce que tu peux nous parler justement de la notion d'inbound marketing ? Oui, alors l'inbound, ce qui est intéressant avec l'inbound, c'est qu'à mon sens, il faut considérer ça plutôt comme un état d'esprit. C'est de se dire, mes prospects, mes cibles, mes clients, ils ont tout un tas de questions, tout un tas de besoins, quelle que soit mon activité, et je vais essayer de répondre un maximum à tous ces besoins, toutes ces attentes, en créant du contenu à forte valeur ajoutée, super important, que je vais diffuser un maximum sur le web. Alors après, bien sûr, il y a des techniques plus poussées, il y a des outils aussi qui permettent d'aider ça, mais vraiment le principe de départ, c'est ça, c'est cet état d'esprit-là. Pour certaines entreprises, c'est clairement pas possible. Certains disent, bah non, si on commence à expliquer des choses en ligne, on perd notre expertise, du coup, ils peuvent choisir d'aller chez un concurrent, bref, nos concurrents vont savoir comment on explique telle ou telle chose, non, c'est pas concevable. Donc pour ces entreprises-là, de base, l'inbound, c'est juste pas possible. Parce qu'il faut vraiment être dans un état d'esprit de se dire, bah, je vais donner pour recevoir derrière. Donc je vais donner de l'information, je vais donner du conseil, je vais donner nombre de choses. Et puis derrière, naturellement, puisque du coup, je vais paraître comme un spécialiste du sujet sur le web, j'ai toutes les chances que la personne vienne me contacter en disant, bah, c'est vous qu'il me faut, parce que bah, voilà, là, j'ai besoin de telle ou telle chose, et j'arrête pas de voir vos articles sur le web, vos vidéos, vos podcasts, etc. Vous êtes la référence dans le domaine, j'ai envie de travailler avec vous. Et on a gagné. Ok, très bien. Merci. Cette stratégie, du coup, elle existe depuis environ combien de temps et sur quel secteur d'activité? Est-ce qu'elle est présente sur tous les secteurs? Est-ce qu'elle est apparue sur un secteur particulier? Elle s'est développée sur d'autres secteurs? Voilà. Ouais. Alors, je suis pas un historien de l'inbound, je suis plus un praticien et ouais, plus un praticien. L'inbound, c'est quand même vieux, hein. On parle d'un truc qui date de 2005 à peu près. C'est HubSpot qui l'a popularisé. C'est un concept. J'ai presque envie de dire que c'est un petit peu l'ADN du web à l'origine, de se dire on va créer du contenu qu'on va mettre à disposition du monde entier. Enfin, voilà, c'est un petit peu ça l'idée de départ.
Donc c'est vraiment vieux là. Ouais, ça va être les 20 ans d'HubSpot. Donc voilà, c'est quelque chose qui est pas récent, mais c'est quelque chose qui fonctionne toujours aujourd'hui, qui évidemment tous les métiers de la tech sont beaucoup là-dessus, mais c'est applicable sur tous les domaines d'activité. Ok. Moi, j'accompagne vraiment tout type de secteur, de l'industrie au e-commerce, en passant par l'artisanat, du bâtiment, de l'assurance, de la finance, en bref, peu importe. À chaque fois, on le voit bien, la logique inbound fonctionne, elle est pertinente. Alors évidemment, tout dépend de ce qu'on veut faire, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Dans une logique de retour sur investissement à court terme, l'inbound n'est pas forcément la meilleure stratégie. On va plutôt parler d'outbound, on va parler de campagne publicitaire, on va parler de social selling, on va parler de choses comme ça. Et encore, même le social selling, parfois, ça prend du temps. Donc vraiment, dans l'inbound, il faut vraiment se dire, je construis quelque chose pour l'avenir. Je capitalise progressivement. J'accompagne des clients qui ont commencé avec 1000 visiteurs par mois sur leur site web. Ils en sont aujourd'hui à 10 fois plus, mais ça a pris 3 ans, 4 ans. Mais maintenant, ils sont à 10 000 visiteurs, même plus que ça, 10, 20 000 visiteurs sur leur site sans rien payer d'ads, juste parce qu'ils ont plein de très bons contenus qui répondent à plein de super problématiques et les internautes sont ravis de tomber sur ces contenus-là. Donc on est vraiment d'une logique de long terme, c'est plus cette logique-là qu'une question de secteur. Donc je dirais plutôt ça comme ça. Donc d'état d'esprit et de logique d'endurance. D'accord. Et du coup, avec tout ce que tu nous as dit, peu importe le secteur d'activité, finalement, quelle est la stratégie à mettre en place pour pouvoir à mettre en place justement cette inbound, pour faire de l'inbound? Ouais. Alors j'aimerais bien vous montrer un petit schéma que nous on utilise. Je vais tenter le partage d'écran. Tac. Vous voyez mon En écran, ce attendant, petit schéma? on rappelle que vous pouvez à tout moment poser vos questions sur le chat. On traitera vos questions le plus rapidement possible. Donc, si vous avez une interrogation, une question ou quoi que ce soit à faire part à Vincent, n'hésitez pas. On sera ravis d'y répondre. Est-ce que vous voyez mon écran là? Ouais, Oui, tout à fait. Super. Alors ça, c'est un petit schéma qu'on aime bien montrer, soit en formation, soit en accompagnement à nos clients. C'est un schéma qui est vieux, mais qui fonctionne toujours très bien. Le principe, c'est qu'en effet, si on dit, bah, OK, ça m'intéresse de me lancer dans l'inbound, la première chose à faire, c'est ça va être la pierre angulaire de ma stratégie. Ça va vraiment être l'élément central de ma création de contenu et de ma diffusion. Et l'objectif, c'est que je crée du contenu qui me permet d'attirer des internautes. C'est ça la logique inbound, c'est d'attirer des internautes vers soi. C'est pas les chasser avec de l'emailing, de la pub, etc. Mais c'est vraiment les attirer à nous. Et ça va être grâce à nos contenus. Donc le principe, c'est qu'on crée un site web le plus efficace possible. Sur notre site web, on a des règles d'ergonomie. On va pas y passer des heures non plus là-dessus, parce que ça mériterait un autre sujet d'une matinale potentiellement. Mais en gros, s'il y a un truc à retenir en ergonomie, il faut que sur chaque page, sur chaque page du site, l'internaute puisse répondre à 3 questions. Où est-ce que je suis? Donc là, on parle de logo, baseline, positionnement de l'entreprise. Qu'est-ce que je peux faire? Là, on parle d'offre d'appel, de call to action. Et pourquoi je le ferai? Là, on parle de réassurance. Ces 3 éléments-là, il faut qu'ils soient visibles sur toutes les pages du site, en tout cas toutes les landing pages du site, et que ce soit idéalement au-dessus de la ligne de flottaison. Bref, c'est une petite parenthèse ergonomique. Et en fait, on crée des contenus, des multiples contenus. On va plein de contenus qui répondent à plein de problématiques. Première règle, on va essayer dans une logique SEO et de se dire un mot-clé stratégique égale une page. Je ne parle pas de 2 sujets sur une seule page. Je fais à chaque fois une page spécifique pour chaque mot-clé. Dans cette logique-là, je vais créer plein de pages sur mon site. Agence de web marketing à Angers, agence de web marketing à Nantes, agence de web marketing pour l'industrie, agence de web marketing pour les agences de com, etc., etc. Tout ça, c'est des pages différentes. On crée plein de pages. Ces pages-là, avec du bon contenu, bien sûr, elles vont se référencer dans Google, c'est ce qu'on voit en haut, avec tous ces mots. Ces mêmes contenus, on va essayer de les diffuser sur d'autres supports, par exemple avec d'autres sites web. Et bien très bien, je vais faire un contenu, je ne sais pas comment mettre en place une stratégie d'inbound marketing, parfait.
et ben, je fais un contenu là-dessus et je fais un partenariat avec Sendinblue, par exemple. Donc, dans mon article, je vais parler de Sendinblue et Sendinblue vont faire un article relativement similaire et dedans, ils vont parler de l'agence 404. Ok, c'est du donnant. Ça, c'est les 3 W qu'on voit en haut. Donc là, on va se dire, bah, mon contenu, si quelqu'un tape comment faire une stratégie inbound, il tombe sur mon article. Si il est sur le site Sendinblue, il va voir mon article, il va revenir vers moi. En plus, pour ceux qui font un peu de SEO, ça fait des liens. Du coup, mon référencement naturel, il va augmenter. C'est plutôt chouette. La pub, on va pas le prendre en compte pour le moment parce que là, on n'est pas en inbound. Par contre, tout ce qui va être actu, bah, si j'ai moyen de faire de l'actu, c'est génial parce que Google Actu peut me générer énormément de trafic. Si j'ai des bons contenus, je peux faire des newsletters, pas forcément des emailing commerciaux, mais vraiment des newsletters où bah voilà, je vais vous partager tous les conseils pour être super bon en inbound tous les, je sais pas, tous les trimestres ou tous les mois, avoir la fréquence. Si je fais des bons contenus, je partage, etc., etc. Et puis là, du coup, je peux créer la discussion avec mes internautes. S'ils veulent voir plus sur le sujet, bah, ils arrivent sur mon site. Très bien, parfait. Etc., etc. Donc, on a vraiment cette logique de je multiplie les pages sur mon site, je diffuse un maximum, en adaptant évidemment mon contenu sur un maximum de plateformes, et j'invite à retourner sur mon site pour justement leur faire découvrir mon offre d'appel et mes éléments de réassurance. Dernière chose sur ce petit schéma, tout ça, on le mesure. Alors, l'outil le plus connu, c'est Google Analytics, mais ça peut être du Matomo, ça peut être peu importe. Mais l'idée, c'est de mesurer ça pour comprendre qu'est-ce qui fonctionne, quelles sont les thématiques qui plaisent aux internautes, quelles sont les thématiques qui vont amener de la conversion, quelles sont les thématiques qui vont amener de la visibilité, quels sont les articles qui, par contre, intéressent peut-être moins, pour justement adapter son planning éditorial en fonction de tout ça. D'accord. Donc, finalement, c'est une constante adaptation des besoins des utilisateurs pour pouvoir répondre justement à ce besoin et générer du trafic, etc. Ouais, un des éléments en effet les plus compliqués en inbound, c'est ça, c'est de réussir à bien comprendre les attentes de ma cible. Je prends souvent l'exemple, en formation, on prend cet exemple-là de l'application Stop Covid. Quand l'application Stop Covid, elle a été lancée, ça a fait relativement un flop. Enfin non, ça a fait un flop. Il fallait je ne sais plus combien de téléchargements, il y en a eu pas assez pour que ce soit utile. Ça n'a pas répondu à une attente de la cible. Et là où le nombre de téléchargements a explosé, c'est à partir du moment où ils ont proposé de faire ces autorisations de sortie sur l'application. C'est tout bête, mais ça par contre c'était une vraie galère pour les personnes qui devaient à chaque fois réimprimer la feuille, réécrire le truc, c'était relou. Là, il y avait une solution pour en un clic régénérer une. Et bien finalement c'est ça qui a fait le plus fonctionner l'application Stop Covid, parce que le besoin il était réellement à ce niveau-là. Donc en effet, toujours, et les besoins ils évoluent en permanence avec le temps. Donc il faut être capable de bien écouter ses clients, bien écouter sa cible pour pouvoir s'adapter. Très bien. Ok. Tout à l'heure, tu nous as très rapidement parlé d'outbound. Ouais. Est-ce que c'est une stratégie qui est dissociable de l'inbound? En quoi cette stratégie est différente de la stratégie inbound? Voilà, comment ça se passe entre ces deux stratégies? Ouais, alors, dans la logique, pour moi, elles sont très complémentaires, déjà, de base. Après, pour reposer les choses, la outbound, on va être sur une logique de publicité. On parle de earn et là, on parle de paid. Donc là, on va aller chasser finalement nos internautes. Et pour ça, il y a plein d'outils, de plus en plus. On va aller faire une campagne Facebook en ciblant les responsables marketing qui, je sais pas, qui travaillent dans l'industrie, et on va leur faire une super landing page sur notre site web en disant responsable marketing dans l'industrie, découvrez le programme qui est construit pour vous. Donc on est voilà, très, très ciblé, on va chercher la cible, on va pas forcément lui répondre à ses problématiques, on va lui promettre quelque chose, on va l'amener vers une landing page, et là on va essayer de le convertir, et on va piloter nos campagnes au budget. J'ai un carnet de commandes qui est plein, bah, je fais un peu moins de publicité. À l'inverse, j'ai recruté 2 commerciaux, il faut les alimenter en contact, bah, là je vais mettre plus de budget. Enfin, bref, donc c'est très 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 souple et du coup très rapide aussi. J'appuie sur un bouton, j'arrête, je recommence, etc. C'est plutôt pratique en ce sens. Contrairement à l'inbound, où bah, on a dit, c'est une machine qui est lente. Au début, ça met du temps à démarrer. Après, ça
ça fonce et c'est efficace. Mais une fois que c'est lancé, on ne peut plus non plus l'arrêter. Donc, si je ne peux plus gérer les prospects entrants, il faut que je me débrouille avec ça. Je ne vais pas déréférencer mon site, je ne vais pas arrêter mes réseaux sociaux du jour au lendemain. Donc le payant permet ça. Ce qu'on voit quasiment tout le temps, c'est des stratégies qui sont hybrides, où on va se dire, je crée quand même des contenus, pas forcément des milliers de contenus, mais des contenus à forte valeur ajoutée régulièrement pour animer mon site, mes réseaux, etc. Et puis, sur des moments clés de ma saison, je vais aller mettre un peu de budget publicitaire pour aller booster un peu mon nombre de ventes quand j'ai besoin. Quand j'ai une actualité vraiment importante, je vais mettre un peu de budget dessus, etc. Donc en ce sens, l'inbound et l'outbound peuvent être complémentaires. Moi, je le considère comme complémentaire dans cette logique-là. Mais c'est vrai qu'on peut être un puriste et de se dire, non, moi, mon site, c'est 3 landing pages, 10 000 euros de budget ads par mois, et ça fonctionne. Et j'en connais, et certains font comme ça, il n'y a pas de problème. Puis à l'inverse, d'autres disent, jamais de la vie, je mettrai un budget dans une régie pub. Tout étant naturel, mais honnêtement, c'est de plus en plus compliqué, notamment sur la partie réseaux sociaux, de réussir à faire du naturel. Les algorithmes pénalisent tellement la visibilité des pages qu'on se retrouve un peu coincé à ce niveau-là. Mais bon, c'est un autre sujet. Et ça change tellement, les algorithmes changent tellement souvent finalement que c'est difficile de s'adapter, d'être optimum là-dessus. Donc c'est vrai que c'est aussi une problématique, effectivement. Après, ce qui est intéressant au niveau des algorithmes, c'est que ils vont quand même plus ou moins toujours dans le sens de la qualité et du service client. Donc, si on est dans une logique inbound, dans une vraie logique inbound, où on va vraiment partager du contenu, de l'information, etc., les évolutions de l'algorithme que Google, ou notamment Google, pas forcément gênant. D'accord. Ok. L'algorithme, ça, oui, par contre, là-dessus, en effet, on n'y peut pas grand-chose. Tu avais une question Moi, j'avais une petite question. Donc, pour revenir à la stratégie inbound, du coup, est-ce qu'il y a une démarche justement de conversion de leads en fait tout au long de la stratégie, quand on va créer du contenu, quand on va essayer d'attirer des prospects en fait pour télécharger le contenu, etc. Est-ce qu'il y aura une sorte de relation, par exemple, avec ce leads dans un objectif de conversion? Je vais vous repartager mon écran. Il y a ce schéma qui est assez connu, qui est de se dire, il y a des différentes phases, en fait, quelle que soit la personne. Si, je sais pas, je suis un constructeur de maison, pour changer un peu d'exemple. Je suis un constructeur de maison individuel. Mes internautes, ils vont commencer à se poser des questions à l'origine. Ok, ils veulent être propriétaires, mais ils ne savent pas s'ils veulent acheter de l'ancien, s'ils veulent faire construire. Ils savent pas trop. On est sur un premier niveau de prise de conscience. Là, on peut imaginer de réfléchir sur créer des articles autour de justement de ce qu'il est plus intéressant de rénover ou de faire construire. Quel est les montants, comment choisir sa banque pour son prêt. Bref, des choses comme ça qui sont vraiment très en amont du choix final et très en amont de la prise de décision. C'est la prise de conscience. Là, moi, en tant que constructeur de maison, je peux essayer d'aller chercher du lead sur des problématiques très, très larges et faire un webinaire qui est de se dire, quels sont les intérêts de faire construire sa maison par rapport à rénover. Bon, je fais, je sais pas, pourquoi pas un webinaire de ce type-là, et je vais récupérer du lead qui est clairement froid, parce que les gens sont pas prêts à choisir un constructeur, ils savent pas encore ce qu'ils vont faire. Mais par contre, on va pouvoir déjà avoir un premier niveau de contact, et on va pouvoir essayer de garder le contact avec ces personnes-là jusqu'à ce qu'ils aient pris leur décision. Dans l'eau, évidemment, on va en perdre beaucoup. Certains vont décider de finalement rester en location, certains vont décider d'acheter de l'ancien, certains vont décider de passer par un autre constructeur. On va en perdre. Mais dans l'eau, on va quand même en garder quelques-uns. Mais en effet, j'imagine j'espère que c'est une réponse à ta question. On va pouvoir garder ce lead-là et le faire grandir
régulièrement, notamment par ce qu'on appelle du lead nurturing, ça va être de l'envoi de mails automatique, par exemple, régulièrement, pour le faire grandir. On pourra aussi l'inviter régulièrement à d'autres événements. Une fois qu'il a fait le webinar, on va pouvoir l'inviter à aller visiter une maison témoin. Ça paraît l'étape suivante. D'accord. On pourra lui proposer de lui faire des plans. Peut-être qu'on a une offre d'appel qui va être faire de vos plans gratuitement. Comme ça, il va commencer à se projeter en termes de budget. Puis après, on va commencer à l'amener à visiter des terrains pour construire. Puis après, bref, donc, finalement, voilà, on va l'amener jusqu'au bout et on va le faire grandir tranquillement à son rythme, tout en lui amenant des réponses à ses problématiques tout au long de sa réflexion. Il y a la deuxième étape où la personne a déjà identifié, OK, je veux un constructeur. Mais maintenant, j'ai des doutes. C'est quoi les réglementations, les RT 2020, 2012, de machin, etc. Il paraît qu'en ce moment, les matériaux, ils sont vachement plus chers. Ça rejoint une question précédente. Oui, là, je m'intéresse aux problématiques de ma cible maintenant. Là, il se pose des questions sur le prix des matériaux, sur les délais aussi, parce qu'on entend plein de trucs. Bon, et du coup, je réponds à ce genre de sujet. Très bien, je pourrais imaginer une série d'articles sur tout ça, l'impact de la crise sanitaire sur la construction du bâtiment. Bon, je peux imaginer pas mal d'articles là-dessus qui peuvent être super intéressants. En plus, je peux inviter des partenaires, Logic Inbound, qui parleront de moi en échange, etc. C'est plutôt chouette. Et puis jusqu'à la dernière étape où là, on va être sur du lead show, où la personne se dit, bah voilà, je cherche un constructeur de maison parce que j'ai un terrain viabilisé et que j'aimerais pouvoir y faire construire une maison plein pied, machin, etc. Quand on a... Il y avait une question? Il y avait... Non. Je crois pas. Je crois que c'était un micro Ok. qui était ouvert. Donc, je vais juste finir là-dessus. Voilà, là, on est dans cette logique-là de se dire, je vais pouvoir capter du lead à chaque moment du parcours client, à chaque grande étape du parcours client. Le lead ne va pas être le même. Et mes actions ne vont pas être les mêmes. Si la personne s'inscrit à un webinaire pour essayer de comprendre quel est l'intérêt de faire construire plutôt que de rénover une maison, par exemple, je ne peux pas me permettre de lui proposer derrière un rendez-vous avec un commercial pour réfléchir à son projet. C'est trop tôt. Par contre, l'amener à visiter lors d'une porte ouverte une maison témoin, ça paraît plus logique. C'est moins engageant, ça va pas faire peur à l'internaute et ça va le faire grandir dans sa réflexion progressivement. Donc ça, c'est vraiment très important. Selon le niveau, l'endroit où on est dans le parcours client, on va créer des contenus adaptés aux attentes qui sont relatives à ce niveau de conscience et on va créer des appels à l'action qui vont du coup répondre vraiment aux besoins et puis on va du coup mettre en place des actions derrière ce lead qui correspondent bien. Très souvent, on voit des leads qui sont saisis par des commerciaux trop tôt, où on essaie d'aller à la vente trop tôt, alors que dans le parcours client, la personne n'est pas assez avancée. Ça fait peur, ça nous fait fuir. Non, merci. Enfin, là, je suis pas prêt à m'engager. Limite, on perçoit ça comme du harcèlement. C'est vraiment très désagréable. Bien sûr. Un petit problème de... Alors, est-ce que de son vient... Là, visiblement, Vincent était déconnecté. Mince. Alors, Petit souci. Allô, vous m'avez perdu? C'est bon. Ouais. Désolé. Ouais, je voulais vous parler un exemple dans cet univers, dans le bâtiment. Je travaille avec quelqu'un qui fait des puits traditionnels dans les jardins pour avoir de l'eau dans son jardin. Bon, ok. Et pour lui, le lead idéal, c'est la personne qui quand il va chez la personne pour faire un chiffrage. Là, il me disait, ça signe 90% parce qu'il est très bon commercialement, il est très bien implanté localement, c'est une entreprise familiale qui a des dizaines d'années, ils sont sérieux, ils sont compétitifs en termes de prix. Donc, quand il est chez les gens à réfléchir au projet, ça passe quasiment toujours. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est des leads de personnes qui lui disent, bah oui, prenons rendez-vous à tel endroit. Sauf que si jamais on met ça sur son site web, personne ne prend rendez-vous. Pour plusieurs raisons. Déjà, on n'a pas trop envie de recevoir quelqu'un chez nous quand on est en train de réfléchir à un projet, c'est un peu tôt. Deuxièmement, parce que souvent les gens aiment bien avoir 2-3 devis différents pour pouvoir comparer. Donc faire venir 3 personnes à la maison pour pouvoir faire un chiffrage, machin, c'est un peu embêtant. Et puis parce que on a envie d'abord une première idée de prix, pas forcément d'y passer trop de temps, mais je veux dire, ça coûte quoi de faire un puits?
c'est 5 000 euros, 50 000 euros, j'en sais rien. Donc, j'ai juste une idée de prix. Donc, si on met prenons rendez-vous pour avoir un chiffrage, les gens, ils ne vont jamais cliquer sur notre offre d'appel. Ça ne leur plaît pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un bon article sur le site sur le sujet. Construire un puits arlésien, par exemple. On fait un bon article sur le sujet. Les internautes arrivent sur la page et là, on leur dit devis gratuit en, je sais pas, en 24 heures, si on juge que le côté rapidité est important. En tout cas, devis gratuit, devis en ligne. Super. L'internaute, il clique dessus, il remplit ses informations, très bien. Et là où il y a la petite pirouette en termes de gestion du lead, donc on fait de l'inbound sur la première partie. Sur la deuxième partie, là, on va du coup récupérer l'information. On va pas faire de devis. On va appeler la personne en disant merci pour votre demande, c'est super. J'ai vu que vous vouliez faire un puits, très bien. Je suis en train de bosser sur votre chiffrage. L'idée, c'est d'être le plus précis possible parce que vous savez, les travaux, si on n'étudie pas bien la chose au départ, parfois ça peut faire x2, x3. Donc j'ai besoin d'être très précis là-dessus. Du coup, j'ai 2-3 questions, pas grand-chose, ne vous inquiétez pas. Je voulais savoir, le sol, c'est quoi? C'est plutôt le calcaire, plutôt argile? Savoir si je prévois une pelle une mini pelle ou une pelle de 30 tonnes, ça va changer le devis, mais c'est super important de savoir ça. Naturellement, la personne, elle n'en sait rien. Ok, bon, est-ce que en termes de sécurité, comment ça se passe? C'est quoi les fils électriques qui passent? Comment c'est fait? En termes de canalisation aussi dans la région, comment ça se passe? J'en sais rien. Ah, bah, vous voyez, tout ça, si on le découvre sur le chantier, ça va faire exploser les prix. Bah, et puis on en discute. Et là, les internautes sont contents de recevoir chez eux cette personne-là qui du coup va pouvoir leur faire un chiffrage précis. Mais ça, on a dû passer par cet échange téléphonique parce que sur le site, ça ne fonctionne pas. Il faut pouvoir l'expliquer de vive voix. L'internaute n'est pas prêt à lire toutes ces choses-là. Donc, on répond à sa problématique sur le site. On l'appelle, on l'invite à prendre contact avec un truc qui l'intéresse. Et après, on gère le lead de la meilleure façon possible, soit en le faisant grandir tranquillement, soit en lui faisant prendre conscience que bah, finalement, oui, il faut un rendez-vous ou peu importe. Mais voilà, cette gestion de lead, elle est vraiment, c'est la continuité de notre stratégie d'inbound et on doit vraiment être dans la même logique. Pareil, si je fais une logique d'inbound, quand j'arrive sur place pour faire un chiffrage pour un puits, il faut que je sois encore une fois dans la même logique de donner de l'explication, d'être dans la pédagogie, dans le partage. Parce qu'encore une fois, sinon ça dénote. Là, le parcours client, il n'est pas fluide et on n'est pas bon non plus. Bien sûr. Donc, finalement, il y a une vraie notion du timing, si je peux dire, par rapport au lead, pour ne pas finalement paraître trop intrusif dans la démarche et pas trop poussif, c'est ça? Ouais, c'est super important, ouais. Complètement. Tu nous as parlé de lead nurturing. Est-ce que tu peux nous parler des autres moyens que l'on peut mettre en place? Je pense notamment au marketing automation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les différents moyens? Ouais. Alors, il y a pas mal d'outils qui existent, hein. Alors, l'outil le plus connu, ils sont spécialisés là-dessus, c'est HubSpot, qui propose toute une série d'outils, du CRM jusqu'au marketing automation. Le marketing automation, ça va être, entre guillemets, simplement d'automatiser un maximum d'actions pour répondre de façon. Ce qui est super important, oui, j'en ai pas parlé, c'est dans une logique de personnalisation le plus poussée possible. Donc se dire, bah voilà, l'internaute, il a regardé tel webinaire, il a regardé telle page sur mon site, alors l'email que je lui envoie, il va pas être le même que celui qui a regardé d'autres pages sur mon site ou d'autres webinaires. On va essayer d'être le plus logique possible dans cette le plus personnalisé possible dans cette logique-là. Et puis évidemment, avoir suffisamment d'informations pour pouvoir envoyer un mail en mettant son prénom ou son nom dans l'objet du mail. Ça change quand même pas mal la donne. Enfin bref, des petites choses comme ça. Donc on va être sur la récupération de données, enrichissement de données si on a moyen. Et après, ces outils de marketing automation vont pouvoir nous faire ça. Et les outils de marketing automation, souvent, ont des niveaux aussi, ont des systèmes de scoring qui vont pouvoir nous dire, tiens, cette personne-là, elle est très intéressée par ce qu'on raconte. Là, du coup, c'est maintenant qu'un commercial peut prendre la relève parce que ça y est, elle est arrivée au bon niveau de maturité. Donc ça, c'est ces outils-là. Après, il y en a plein. On a Sending Blue aussi qui est
qui est très bien dans cette logique-là, beaucoup plus emailing, mais l'email ce qu'on appelle du mail transactionnel, donc c'est-à-dire que je m'inscris à un webinaire, je reçois une série de mails automatiques. On peut aussi s'amuser à faire des scénarios de mail, c'est-à-dire s'il ouvre le mail, alors je lui envoie ça, s'il n'ouvre pas le mail, alors je lui en envoie un autre qui dit ça, bref, ce genre de choses. Moi, je reste quand même très mitigé sur ces outils-là. D'accord. Parce qu'on peut vite faire des erreurs et vite spammer nos cibles, nos internautes. Enfin, je vois sur LinkedIn, ça me fait assez rire. Il y a des personnes qui m'envoient des messages automatiques. Alors, ils font tout pour que ça ait l'air d'un message personnalisé réellement envoyé. Et que je regardais l'historique, il y en a un, c'est 10 messages qui m'envoient de suite depuis Ah oui, 2 ans. d'accord. J'ai jamais pris le temps d'y répondre parce que ça sent le spam à plein nez, mais c'est absolument pas crédible, quoi. Enfin, au bout d'un moment, on se dit, c'est juste ridicule. Enfin, Ouais, d'accord. Ça fait l'effet euh, inverse. C'est totalement à l'encontre de la démarche initiale, finalement. ouais, complètement. Là, on n'est plus dans l'inbound. À la rigueur, là, on est en plein dans l'outbound. On va aller Ouais, chasser c'est ça. comme des bourrins et si on arrive à en attraper un dans le lot, c'est cool. Et puis les autres, tant pis, on s'en fiche, quoi. C'est très différent. D'accord. Par contre, ce que je trouve vraiment important, au-delà de la stratégie qu'on met en place, au-delà du planning éditorial qu'on va définir, qui sont capitales, euh, ça va être la logique de comment je m'organise pour créer ce contenu-là. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et ça, pour accompagner des entreprises depuis une quinzaine d'années, c'est toujours le gros enjeu de se dire, bah ouais, on a plein de trucs à raconter, plein de trucs passionnants, mais on n'a pas le temps pour faire une chaîne YouTube, un podcast, des articles de blog, un livre blanc et d'être invité sur d'autres sites. Enfin voilà, on a notre boulot à côté. Et ça, c'est vraiment super important de réfléchir à cette synergie d'action, cette productivité et puis parce que du coup, il faut être endurant. C'est pas on crée 15 contenus pendant un mois et puis après on est tranquille. Non, c'est-à-dire qu'il faut faire ça régulièrement. Donc le gros enjeu, il est surtout là. Comment je crée le contenu? Dans certaines boîtes, le contenu, c'est les ingénieurs, la R&D et autres qui ont ces contenus-là, et c'est des personnes qui ne sont pas forcément très orientées comme market, et du coup, il faut ramer un peu pour les motiver à nous aider à créer du contenu. Dans... On a un autre souci technique. Non, c'est bon. Ouais, j'ai l'impression que la connexion n'est pas terrible. Ouais, ça bug. Vous m'entendez? Ouais. Là, c'est Ouais, bon. Ouais. c'est bon, tu es revenu parmi nous. Voilà, donc parfois c'est plutôt les commerciaux qui l'ont. Souvent, ce qu'il faut, c'est avoir un chef d'orchestre qui essaie de définir voilà, quelle est la meilleure façon de faire tout ça. Pour vous donner un exemple, enfin, je peux vous en donner plusieurs, mais je peux vous donner un exemple. J'ai une activité à côté, qui est une activité e-commerce, où l'idée c'est de commercialiser des kits éducatifs pour les enfants pour développer leur confiance en eux. Donc on va parler de gestion des émotions, on va parler d'estime de soi, pardon, on va parler de communication non violente, enfin bref, plein de sujets comme ça. On met en place une stratégie inbound sur ce site et outbound, hein, on fait aussi beaucoup de publicité, mais en parallèle, on a une stratégie inbound. Les deux sont en parallèle parce que l'activité est toute neuve. L'idée, c'est de générer quand même des abonnements assez rapidement. Donc, on construit sur du long terme avec l'inbound et on fait du court terme avec l'outbound, ce que j'expliquais tout à l'heure. Et ce qu'on fait, c'est que on se dit, bah, il nous faut du contenu à forte valeur ajoutée sur le sujet. Donc, nous, on a pris le parti de faire des interviews vidéo de spécialistes du domaine, des médecins, des écrivains, des conférenciers, etc. On fait des vidéos pour que ce soit simple et efficace. On fait des interviews sur Zoom qu'on enregistre, un peu comme ce qu'on fait là. Donc, on l'enregistre, on retravaille un petit peu la vidéo pour que ce soit un petit peu plus sympa, et puis on la met sur notre chaîne YouTube. Là, on a du coup un contenu à forte valeur ajoutée sur notre chaîne et en plus, on a quelqu'un qui est spécialiste du domaine qui va pouvoir relayer l'information parce que souvent, ils relaient en disant j'ai été interviewé par Osmosbox, retrouvez l'article. Du coup, on touche leur communauté. Donc, dans la logique inbound, notre contenu il est bien diffusé. Et dans la logique inbound, ce contenu-là, on va aussi extraire le son pour en faire un podcast.
Et ça, c'est D'accord. rien de plus facile. On a tout. On a l'image, on a le son. Puis on prend que le son et on en fait le podcast. Bien sûr. Cette interview-là, on va garder des passages pour que ce soit efficace. Cette interview, on va essayer de la sous-titrer parce que maintenant, les vidéos, il faut qu'elles soient sous-titrées si on veut que ça fonctionne correctement. Donc, si on fait des sous-titres, en plus, YouTube sous-titre automatiquement la vidéo. Après, il faut relire, hein, parce que YouTube n'est pas parfait encore à Oui, ce c'est niveau-là. comme le monde. Ouais, c'est clair. Mais ça donne une première base. Donc, ces sous-titres, on les extrait et ça nous fait un texte. On garde que les passages et ça nous fait des articles de blog. Donc, on va faire 3-4 articles de blog avec notre interview. Des articles de blog qu'on vise sur des mots-clés spécifiques, qui sont les questions finalement de l'interview. On ne va pas se prendre la tête. Ça, on peut en faire des petits morceaux de teasing qu'on va mettre sur nos. Donc, on va pouvoir animer nos réseaux avec des petites parties de la vidéo. Bref, et là, on fait du SEO, on fait du YouTube, on fait du podcast, on fait du social media. On touche assez, on fait du coup de la newsletter parce que, bien sûr, on relaie les meilleures vidéos sur la news mensuelle. Bref, avec un contenu qu'on crée même pas nous-mêmes, enfin, on le crée nous, mais c'est la matière première, elle vient de personnes invitées. On va pouvoir créer énormément de contenu et diffuser dans une logique inbound. Des choses comme ça, il y a plein de façons de faire, hein. Ça, c'en est une dont je voulais vous parler. Mais ça, c'est super important de réussir à trouver son process de création de contenu. En inbound, c'est le plus important. Ok. D'accord. Mais du coup, donc tu nous as parlé de tous ces moyens. Finalement, quel indicateur, quel KPI on doit regarder pour voir si une stratégie inbound fonctionne comme on l'espère? Ouais. Là-dessus, il y en a plusieurs. Nous, avec 404, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des tableaux de bord où on va faire remonter les contenus dans un même espace. Donc, on va avoir nos statistiques des réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, etc., qui remontent dans le tableau de bord, mais aussi celles de la Search Console pour le SEO, celles du site pour le trafic sur le site, et l'emailing, etc. Ce qui fait ce qu'on recommande, c'est en effet d'avoir un tableau de bord où on regroupe toutes les datas pour qu'on puisse facilement les analyser. Ensuite, on va analyser justement ce qui fait l'ADN de l'inbound. C'est-à-dire qu'on va analyser la qualité des contenus, qu'est-ce qui intéresse les internautes. Ça, on va regarder les meilleures publications sur les réseaux. Voilà, dernièrement, c'est quoi les publications qui fonctionnent bien. On va regarder, on peut évidemment faire de la veille dans notre domaine. Je recommande même de faire de la veille pour déterminer ce qui plaît ou pas. Donc sur les réseaux, on va regarder sur notre site quelles sont les pages les plus consultées. On va analyser les taux de rebond aussi, c'est important. Là, on n'est pas dans une logique, on est dans la suite de l'inbound, se dire notre offre d'appel, est-ce qu'il est pertinente ou pas. Donc on va analyser les taux de rebond. Donc voilà, ces pages-là. Et puis après, on va analyser le côté de la Search Console. Moi, ce que j'aime bien de regarder, c'est combien on fait d'impressions sur une période. Voilà, est-ce que nos pages elles remontent bien dans les SERP, dans les résultats de Google. Est-ce que ça génère du clic. Donc il y a ça aussi. Donc globalement, moi, un des rapports les plus simples de Google Analytics que je regarde systématiquement, c'est trafic par source par source support. Je ne sais pas si tout le monde utilise Analytics, mais ce rapport-là, pour moi, c'est en un coup d'œil. Quand je ne connais pas un site, je regarde d'abord celui-ci et ça me donne une idée. C'est quoi les ratios entre Google, réseaux sociaux, trafic direct, trafic référol, etc. C'est quoi la qualité du trafic pour chacun de ces canaux-là, et c'est quoi les conversions pour chacun. D'accord. Ok. Très bien. Moi, j'avais une question du coup sur entre guillemets l'avenir en fait de cette démarche d'inbound, de cette stratégie d'inbound sur le long terme, dans le futur. Que va devenir cette stratégie? Comment va-t-elle évoluer? Est-ce que la création de contenu, par exemple, va se développer grâce à d'autres moyens technologiques? Comment va se développer en fait si on a des pistes de développement de cette stratégie? Ouais, là on rentre dans des vastes réflexions qui sont passionnantes, parce qu'en effet ça bouge énormément. Déjà en termes de création de contenu, maintenant il y a des plateformes, copy.io par exemple ou d'autres, qui sont des plateformes qui vous écrivent des contenus tout seuls. D'accord. Et parfois même mieux que ce qu'un humain pourrait faire. Donc on va lui dire je veux un article sur
la gestion de la colère chez un enfant. Je veux que dedans, ça parle de frustration. Je veux que dedans, ça parle d'éducation. Et je veux que dedans, ça parle je sais pas, retour au calme. Voilà, donc on fait juste des listes à puces comme ça. Et puis l'outil va aller scraper le web et nous créer un contenu. Mais un contenu unique, il ne va pas aller copier-coller un contenu qui existe. Et ce contenu-là, et c'est assez bluffant, il va nous sortir des noms de chercheurs qui ont fait telle étude, etc. Enfin bref, il dit, bah voilà, comme nous dit tel chercheur dans son étude machin, on se rend compte que les colères de l'enfant de moins de 3 ans sont blablabla. Donc déjà, en effet, en termes de contenu, on se dit, bah ça nous mène où, cette intelligence artificielle qui est capable de créer du contenu à forte valeur ajoutée. Donc c'est un premier élément à avoir en tête. Je vous invite à tester si ça vous intéresse comme sujet. Et puis après, il y a l'évolution des géants du web qui vont un peu à l'inverse de l'inbound. On a des réseaux sociaux, on l'a vu, qui pénalisent de plus en plus les publications avec des liens externes. Donc, dans ma logique d'inbound, quand je me dis, bah, je crée mon contenu, je diffuse sur Facebook pour que les gens reviennent le voir sur mon site, bah, en fait, si je fais ça, Facebook ne va pas diffuser ma publication ou LinkedIn ne va pas diffuser ma publication. Je vais être vu que par très peu de monde. Donc, finalement, ça coince un petit peu. Faut que je fasse une publication sans faire de lien. Alors, on essaie de jouer un peu, on met le lien en commentaire, on met le lien en bref, on bricole. Mais dans la logique, les plateformes sont en train de se dire non, non, moi, mon visiteur qui est sur ma plateforme, il reste sur ma plateforme. Si je veux aller sur de l'Instagram ou d'autres plateformes plus récentes, c'est même super compliqué de mettre un lien. Alors, on va mettre un Linktree sur son compte Instagram pour pouvoir mettre plusieurs liens à cet endroit-là. Bref, ça complique très fortement la situation. Si je veux faire des liens qui marchent bien sur ces plateformes, il faut que je fasse de la pub. Ah bah c'est de la outbound. Bon. Donc voilà, là on est quand même sur un premier sujet qui pose question. Et là où ça bouge aussi beaucoup, c'est au niveau de Google. Google est de plus en plus un moteur de résultats plutôt que de recherche, il va nous donner de plus en plus la réponse directement à ma question. Et là, on est dans une situation qui pose potentiellement problème parce qu'on va créer du contenu de plus en plus détaillé, justement, dans la logique inbound, sauf que Google, il va récupérer ce contenu-là, il va l'afficher directement dans ses résultats. Et du coup, ça ne me génère pas forcément beaucoup de visiteurs. Sauf si j'ai la position 0, mais en gros, dès que je suis deuxième dans Google, j'ai plus rien parce que je suis plus visible. Donc là, on a encore un petit problème à ce niveau-là. Donc tout ça, c'est à suivre. Pour le moment, ça fonctionne encore très bien et on en est encore loin. Tout ce qui est vocal et aussi tout ce qui est assistants vocaux nous donne la réponse sans nous renvoyer vers un site web potentiellement. Donc en effet, l'inbound se complexifie avec l'évolution de ces plateformes. Encore une fois, pour moi, si on reste dans une logique d'inbound, il y a encore plein de choses intéressantes à faire. Mais en effet, on peut de moins en moins être un puriste de l'inbound comme en 2005 et de se contenter de ça. Nous, ce qu'on recommande quand on construit des stratégies digitales, c'est de travailler sur, on a encore un petit peu de temps, sur les cercles d'or de l'entreprise. Les cercles d'or, c'est un concept de Simon Sinek. Je vous invite vraiment à creuser le sujet. L'idée, c'est de se dire, toute entreprise a 3 niveaux. Il y a ce qu'ils font, donc c'est les produits, les services, ok. Il y a comment ils le font, c'est les valeurs. Et il y a le pourquoi, la raison d'être de l'entreprise. Ce qui fonctionne sur le web, quand on crée du contenu à forte valeur ajoutée, c'est de parler des valeurs et de la raison d'être. Si je suis constructeur de maison, bon, très bien, je peux être constructeur de maison. Si je dis, moi, je fabrique des maisons de plein pied, à étage, avec des garages, avec des toits plats, bon, ok, c'est intéressant, mais comme tout constructeur de maison, en fait, donc on s'en fout un peu. Donc, il ne faut pas parler de ce qu'on fait. Par contre, de nos valeurs et de pourquoi on le fait, ça intéresse. Moi, je suis un constructeur de maison parce que mon truc, c'est de construire des maisons qui sont durables, qui s'installent qui s'intègrent dans l'environnement sans le dénaturer, sans abîmer les sols, etc.
Bah, quand on commence comme ça, ok, là ça fait tilt. Si ça me parle, bah, j'aurais envie d'aller plus loin. Puis après, ils me diront, je fais du plein pied, je fais du machin, etc. Ok, très bien. Mais au moins, il y a un truc. À l'inverse, ça peut être, moi je suis un constructeur de maison, et notre truc à nous, c'est de se dire que chaque famille sur Terre devrait avoir une maison, et nous, notre truc, c'est de trouver un moyen pour que chacun puisse avoir une maison. L'écologie, c'est pas forcément notre truc. Par contre, ouais, des maisons qui correspondent aux besoins de chacun, ouais, ça c'est notre truc. Ok, donc c'est un autre positionnement. Les géants sont très bons là-dessus. Apple, hein, voilà, communique sur son why, sur l'innovation de rupture, sur toutes ces choses-là. Leclerc communique sur le pouvoir d'achat, etc. Donc ça, c'est super important pour l'entreprise de dire, bah, c'est quoi moi ma raison d'être, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi ma grande différence par rapport aux autres. Pas mes produits, pas mes services, mais mes valeurs. Et quand j'ai ça, quand j'ai identifié ça, et ben du coup derrière, je peux communiquer là-dessus sur les réseaux, je peux communiquer là-dessus sur mon référencement naturel, sur mon site, etc., etc. Peut-être pas forcément dans une logique inbound, mais vraiment dans une logique de c'est quoi mon rôle, c'est quoi ma place, à quoi je sers dans ce monde, si on peut dire ça comme ça, et de créer du contenu dans cette logique-là. Il y avait O2, la société de service, par exemple, qui avait fait un truc assez génial. Donc, O2, ils font repassage, ménage, garde d'enfants, aide aux personnes âgées, etc. Ils ont créé une page Facebook qui s'appelait Je suis maman, j'ai pas le temps. Donc là, au lieu de dire prenez une femme de ménage, faites garder vos enfants, ils ont fait une page qui s'adresse aux femmes qui sont mamans, qui veulent pas mettre de côté leur carrière professionnelle, qui ont des parents, sûrement, qui ont des amis, bref, qui ont une vie. Et l'idée, c'était de partager du contenu, une sorte de communauté de mamans qui partagent leurs trucs et astuces du quotidien, puis aussi leurs tracas, et puis bref, toute cette logique-là. Et naturellement, le message derrière, il est de se dire, ben, soufflez un peu, faites garder vos enfants, O2 est là. Soufflez un peu, confiez le ménage à quelqu'un, O2 est là. Vous pouvez pas être tous les jours passer voir vos parents, pas de souci, O2 est là. Bref, finalement, au lieu d'orienter d'abord par le produit, ils passent d'abord par la raison d'être. Eux, c'est du coup de permettre à chacun de pouvoir vivre une vie épanouie et pas de faire des concessions. Bah, très bien. Ça, c'est leur raison d'être. Et du coup, naturellement, découlent ensuite les produits et les services. Donc, dans la logique inbound, réfléchir sur les cercles d'or et communiquer sur sa raison d'être, sur son why et sur son how, sur son comment, bah là, on est dans une logique inbound qui fonctionne bien. Et au lieu de se dire, il faut que je fasse absolument du site vers l'extérieur, parce que c'est ça le fonctionnement de l'inbound, plutôt se dire, c'est quoi ma raison d'être, c'est quoi les attentes de mes clients. Ensuite, je vais essayer de construire du contenu. Et puis parfois, bah oui, je ferai un truc que sur Facebook. Peut-être parfois, je vais faire que sur des plateformes autres. Faut pas non plus être arrêté à la base de l'inbound, parce qu'en effet, c'est de plus en plus compliqué et qu'il faut être de plus en plus malin par rapport à ça. Ok, Très bien. très bien. Bien, merci pour toutes ces informations. On vous rappelle qu'il est 9h56. On se rapproche de la fin, là. C'est ça, c'est le moment où jamais de poser vos questions à Vincent. Sinon, ce sera trop tard. Est-ce que tu avais une Moi, de question mon côté, terminée? ça va. De mon côté, ça va. Très bien. Moi, j'avais une petite question de fin. Finalement, avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vu là dans ces 30-40 dernières minutes, on a pu voir que l'inbound marketing permettait finalement de laisser le client venir à nous. Mais à l'heure où on est de plus en plus confronté à un matraquage publicitaire où il y a vraiment énormément d'offres, etc., est-ce qu'on tend pas finalement vers une obsolescence de l'outbound? Je pense que tout ce qui est je pense que je pense que ça peut toujours fonctionner. Ça me choquerait pas. Après, je pense que c'est pas pertinent, vraiment pas. Et en effet, de moins en moins pertinent. Il y a quelques temps, oui, on pouvait se dire, je mets un gros budget de Facebook Ads ou je mets un gros budget de peu importe, et puis ça fonctionne. Je vois mes clients qui sont très orientés ads. Année après année, ils sont obligés d'augmenter leur budget.
parce que les plateformes sont de plus en plus chères, la concurrence est de plus en plus rude, et du coup, le coût par acquisition, il est de plus en plus délicat, enfin, il est de moins en moins intéressant. Donc, en effet, je pense qu'à long terme, c'est pas de tout miser sur la pub, c'est pas viable, ou alors il faut aller chercher des nouvelles régies, il faut aller chercher des nouvelles choses, etc. Mais clairement, il y a certains me racontent, il y a 10 ans, on faisait des campagnes ads et on avait des coûts d'acquisition qui étaient super intéressants et c'était le jackpot. Aujourd'hui, c'est tout juste rentable, quoi. Donc en effet, pour une entreprise, il faut le savoir, on peut pas, enfin, c'est beaucoup trop, enfin, c'est très très risqué d'être dépendant que de la pub. Il faut avoir des très grosses marges, il faut avoir un produit très très performant, sinon c'est très compliqué. D'accord. Par contre, je pense que la pub, ça fonctionne. Mais encore une fois, la pub, c'est un outil. Ça dépend ce qu'on fait derrière. Quelle est notre offre? Quelle est notre landing page? Qu'est-ce qu'on a à proposer? Si c'est une pub qui est pas stratégique et qui va pas proposer quelque chose de vraiment pertinent, en effet, ça marche pas. Et en même temps, il y a des pubs, elles sont tellement bien faites qu'on n'a pas l'impression que c'est des pubs. On a presque l'impression que c'est de l'info et qu'on trouve ça chouette. Certaines de nos pubs nous font marrer et on a passé un bon moment. Enfin, donc on a moyen de le faire. Mais en effet, il ne faut pas se dire, oh la pub ça marche, je fais un message rouge sur fond jaune avec un gros promo dessus, et puis je balance ça à tout le monde. Non, ça en effet, ça fonctionne plus. Et puis après, il faut savoir aussi que les plateformes les pénalisent de plus en plus. Ça. Il y a des notes de qualité quand on fait des publicités. Donc nos publicités sont évaluées par les régies publicitaires. Et si on a des mauvaises notes, si elles ne sont pas suffisamment bien faites, on paiera plus cher que si elles étaient bien construites. Donc c'est important d'avoir cette logique de qualité. Ok, D'accord, très bien. très bien, Alors, merci. on a vu que Denise souhaitait poser une question. visiblement. Alors, si la question est toujours d'actualité, on vous écoute. Oui, excusez-moi. Bonjour à tous. Bonjour. En fait, j'essaie de trouver l'endroit où on peut vous taper un message, mais soit je suis nulle, soit je j'ai Alors, pas. normalement, c'est au milieu en bas, mais Ouais, c'est pas mais grave. allez-y, on vous écoute. Moi, en fait, j'avais une question. Déjà, merci pour votre intervention. Pardon. Je voulais savoir, Vincent, quel conseil tu pourrais donner pour une entreprise qui n'a pas du tout une stratégie d'inbound marketing? C'est vrai que c'est quelque chose, comme tu as dit, qui prend du temps, ça ne se met pas en place. Enfin, à court terme, c'est vraiment quelque chose qui est basé sur le long terme à mettre en place. Mais quel conseil, je ne sais pas, 2, 3 conseils tu pourrais donner à une entreprise qui fait pas du tout de l'inbound marketing, par exemple, des bonnes pratiques pour commencer. Enfin, je sais pas. Ouais. Alors, dans cette logique-là, déjà, il faut bien se dire que c'est aussi une question de secteur et de concurrence. Dans l'univers de l'industrie, par exemple, il y a des industries qui font des trucs super sympas sans forcément créer énormément de contenu. Mais comme dans le marché, il n'y a pas beaucoup de contenu parce que les autres acteurs ne sont pas du tout sur le web, bah finalement, avec simplement ne serait-ce qu'un ou deux articles par mois, même pas forcément très très poussé, mais encore une fois, la logique des petits pas, ça fonctionne bien. Donc, dans certains domaines d'activité, quand il y a peu de contenu dispo sur le web, on peut faire des choses. Et puis à l'inverse, il faut aussi voir sur des plateformes qui sont parfois, sur des sujets qui sont parfois concurrentiels, j'ai vu des entreprises vraiment réussir à créer leur place parce qu'ils parlent de ce dont ils sont passionnés. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà, faut y croire. C'est largement possible. Et dans tous les cas, ça fonctionne. Premier conseil, c'est de se dire, on part dans une logique d'endurance, donc il faut mettre la barre potentiellement pas trop haut, mais il faut se dire, on va le faire régulièrement. Ne serait-ce qu'un article par mois. Alors oui, c'est pas beaucoup, un article par mois, mais bon, ce serait déjà ça. C'est sûrement plus qu'aujourd'hui, donc c'est très bien. Ce que je recommande à faire aussi, c'est que ce soit un travail d'impliquer l'ensemble, pas forcément l'ensemble, mais plusieurs personnes de l'entreprise dans le sujet. Un peu de commercial, un peu de prod, un petit peu évidemment comme market, la direction, parce qu'on va avoir besoin de maximum d'informations et on va avoir besoin d'être plusieurs pour créer du contenu. Parfois, on a des services qui vont chercher du contenu du côté des commerciaux en mode interview de 5 minutes. Le temps d'un café, on se prend un café, je te pose 4-5 questions sur le sujet, comme ça moi après je peux écrire un petit article là-dessus et je te prends pas plus de temps.
mais il faut que la personne soit impliquée, qu'elle comprenne pourquoi c'est utile. Donc, sensibiliser l'interne à ça, pour moi, c'est la première chose à faire. Si je suis tout seul à la com ou au market à essayer de faire de l'inbound, franchement, c'est super compliqué. Bon courage. Donc, il faut se sensibiliser, pas forcément toute l'équipe, mais au moins quelques personnes comme ça sur qui on peut compter. Et puis après, c'est de réfléchir. Le dernier conseil, je dirais, c'est de réfléchir sur vraiment quels sont les contenus qu'on veut créer. Nous, qu'est-ce qu'on aime partager et notre cible, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est quoi ces problématiques? Et souvent, ce que je vois, c'est que potentiellement des commerciaux, encore très récemment, on m'a dit ah ouais, c'est vrai que si on crée ces contenus-là, c'est pas mal parce que on pourrait renvoyer les gens vers ces pages-là parce qu'ils nous posent toujours les mêmes questions au standard, machin, etc. On perd du temps à leur répondre. C'est vrai que si on avait un article là-dessus, on pourrait leur envoyer. Donc eux, ils n'ont pas la logique inbound. Ils ont la logique plutôt prod, de se dire bah voilà comment je fais pour répondre à toutes ces questions-là. Mais finalement, c'est la même logique derrière et de se dire bah très bien, toi du coup tu auras tes articles, tu pourras renvoyer les clients qui posent des questions sur ces articles-là. Et moi j'ai mes articles, du coup je pourrais faire mon petite inbound de mon côté avec ça. Donc cette logique-là de réfléchir ensemble aux problématiques d'animer un brainstorming pour faire une listing d'attentes, de besoins, de problématiques de notre cible, ça aussi, c'est un des prérequis nécessaires pour se lancer sur le sujet. Et puis, pas se mettre la barre trop haut. Merci beaucoup. Merci. On avait une dernière question, mais très rapide, parce que là, on vient de dépasser le temps prévu de Adama. Bonjour Adama, Bonjour, n'hésitez Adama. pas à poser votre question, on vous écoute. Oui, bonjour. Merci déjà, Vincent, pour votre intervention. Moi, j'aimerais en fait poser une question. Quelles sont les 3 erreurs, si on peut citer au fait 3 erreurs à éviter dans le tunnel de conversion? Parce qu'on peut faire une publication qui va faire le buzz, donc le client va être attiré et va intégrer au fait le tunnel. Mais par la suite, comment faire au fait pour ne pas être très impatient au risque de le faire fuir? Donc, si on peut avoir quelques astuces sur ça. Ouais. Là-dessus, je repartirais sur vraiment bien réfléchir à son appel à l'action par rapport au sujet. De façon très caricaturale, sur un blog, mon appel à l'action, ça va plutôt être s'inscrire à une newsletter, ça va plutôt être télécharger un livre blanc, ça va plutôt être dans une logique. Si l'internaute il est dans une logique d'information, eh ben, l'offre d'appel doit être dans une logique d'information, dans cette continuité-là. Donc bien réfléchir à notre offre d'appel. Il faut que ce soit une offre d'appel qui soit intéressante pour notre cible, pas pour nous. Parfois, on a un peu tendance à oublier ça, de se dire, bah, moi, ouais, super, si l'internaute, il veut plus d'infos, moi, je veux bien, mais il me faut son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse, son numéro de téléphone et ses revenus annuels pour que je puisse savoir si c'est un vrai prospect ou pas. Ouais, mais personne ne télécharge un livre blanc contre ça. Je caricature, mais franchement, souvent, on voit ce genre de choses. Donc, se dire, bah, voilà, moi, il me faut un minimum d'informations, mais qu'est-ce que l'internaute est prêt à donner pour avoir le contenu que je lui propose. Plus le contenu est de forte valeur ajoutée, plus je peux lui demander d'éléments. Mais si c'est juste s'inscrire à une newsletter, je ne peux pas lui demander trop d'informations si c'est juste pour s'inscrire à une newsletter. Donc il faut que l'offre d'appel, première erreur, c'est que l'offre d'appel, souvent, il n'y en a pas, ou alors elle n'est pas adaptée par rapport à la page sur laquelle l'internaute est. Deuxième, c'est les éléments que je demande par rapport à ce travail d'appel sont trop gourmands. Ça aussi, c'est souvent un problème. Pour tout ça, moi, ce que je recommande, c'est de regarder les stats, regarder les pages de destination sur votre site. Les gens, ils arrivent sur quelle page sur votre site web et de regarder les taux de rebond de ces pages de destination. Et c'est là qu'on peut voir parfois des taux de rebond qui sont à 95%, 96%, 97%. Et sur ces pages-là, c'est intéressant de repenser l'offre d'appel. Voir s'il y en a une déjà et de la repenser. Et puis après, un truc qui fonctionne très bien, c'est de faire du test AB. Vous avez des plateformes, AB Testy, Google Optimize, des choses comme ça, où vous pouvez faire des offres d'appel et vous dire, bah là, je ne sais pas, qu'est-ce que l'internaute il préfère faire? Et ben, on lui propose les deux choix. Enfin, on ne propose pas les deux choix, mais la plateforme permet de tester deux ou plusieurs choix différents. Et on regarde finalement ce qui marche le mieux. Tout ça, c'est vraiment que du test and learn. Là aussi, on est sur de l'endurance. Ça va être sur la durée. Faut se faire des beaux tableaux de bord qui nous permettent d'analyser facilement la donnée. Mais voilà, pour moi, c'est principalement là. Les premières erreurs, c'est de ne pas avoir d'appel à l'action sur la page. Deuxième erreur, c'est un appel à l'action qui ne correspond pas aux besoins de l'internaute au moment dans l'état d'esprit dans lequel il est. Et la troisième erreur, c'est de demander trop d'informations
dans les formulaires ou dans les leads, ce qui fait fuir l'internaute. Ok, c'est très clair. Merci bien. Merci. Merci, merci Vincent pour cette intervention. Merci à tous les deux. d'avoir participé à ce webinaire. Et désolé si pour les quelques problèmes techniques, pardon, on espère que ça n'a pas trop altéré la qualité de l'entretien. Merci beaucoup, ça a été super clair. On a appris plein de trucs. Ouais. Effectivement, on espère que vous également, spectateurs, ont pu apprendre des choses ou du moins mettre à jour vos connaissances. Est-ce que Vincent, tu as un petit mot de la fin pour clôturer cette émission? Vraiment, je voudrais être une petite touche d'optimisme en disant vraiment, à partir du moment où on est dans cette logique-là, déjà, on se rend compte que c'est vachement agréable de créer ces contenus-là et de répondre à de vraies problématiques et se dire avant tout, avant de chercher de faire du business, je vais chercher à aider les gens, et répondre à leurs questions. Donc déjà, dans un état d'esprit quand même vachement sympa. Et puis après, il y a des trucs où on peut vraiment s'éclater avec les équipes. Là, j'accompagne une entreprise qui commence à se lancer en podcast. Enfin, ça crée une émulation en interne, ça crée de la réflexion, ça crée du brainstorming. Et vraiment, ça crée des chouettes choses. Ça casse les cloisons un peu. On n'a pas le com market qui est un peu coincé dans son coin, avec le commercial qui fait son truc dans son coin. Bref, non, là, ça casse les cloisons. Vraiment, c'est des chouettes aventures à vivre. Évidemment, ça fonctionne bien en termes de business, en termes de web market, très bien. Mais même en interne, ça crée des choses vraiment sympas. Donc, je peux que vous inviter à vous lancer dans cette logique-là, de créer votre propre petit process, votre propre petit planning, vos propres petites stratégies. Je ne sais pas pourquoi je dis petite, d'ailleurs, c'est pas forcément petit. Mais voilà, créer votre propre truc et puis de vous amuser avec ça, vraiment. Très bien. Okay. Eh bien, merci beaucoup pour cette petite touche d'optimisme, comme tu l'as dit. Eh bien, nous vous remercions. Nous vous souhaitons à tous une bonne journée. Avant, on a oublié de vous préciser qu'il est possible de nous rejoindre sur les réseaux sociaux et également que nous animerons une 3e édition des matinales le 18 février sur l'internationalisation de la communication dans une logique d'export. On vous y attend nombreux, bien évidemment, mais on recommuniquera sur les réseaux sociaux. On vous remercie à tous et on vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et on se dit à très bientôt. Merci à tous. Merci Vincent. Merci à tous les deux. Merci tout le monde.